Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Thomas. Bonjour Clément. Écoute, merci de prendre un petit peu de ton temps. J'ai vu que tu étais biologiste de formation, donc en fait tu es un scientifique. Avant d'être vulgarisateur, de parler de tout ça, tu as une chaîne YouTube qui est dédiée à l'esprit critique, à la lutte contre la désinformation. Je résume beaucoup parce que c'est dur de rassembler ton travail en une phrase, mais j'ai l'impression que ton travail s'inscrit un peu dans une quête de, c'est ce que je disais avant, de former à l'esprit critique, peut-être pour avoir une société ou en tout cas des gens plus éclairés et moins vulnérables aux illusions. Et donc la première question que je me pose, c'est d'où te vient cette quête ou cette volonté? Tout petit, j'aimais beaucoup les dinosaures. Faut vraiment jusqu'à quand? Non mais Très voilà, bien, bon, c'est génial l'enfance, il parfait. il y a un peu de ça, c'est-à-dire que j'étais fasciné par le fait, mais comment on sait que ces bestioles-là avaient cette taille-là, avaient cette couleur-là? J'étais un peu et bon, les illustrations à l'époque étaient, je veux dire, c'était avant Jurassic Park. Après Jurassic Park est arrivé, j'étais content, j'étais encore jeune, mais voilà, c'était essentiellement ça et le fait qu'il y avait des gens qui voulaient pas y croire. Et le fait que certaines personnes ne veulent pas croire à l'existence des dinosaures, moi, ça m'a choqué quand j'étais gamin. Et donc le créationnisme, voilà, qui est cette mouvance de gens qui refusent la théorie de l'évolution pour plein de raisons qui sont mauvaises, ça m'a fasciné. Et quand j'ai fini par arriver sur Internet, là j'étais adulte, et ben j'ai allé sur les forums de discussion sur le créationnisme parce que je me dis quand même je vais aller les convaincre. Ils vont comprendre. Il suffit de leur expliquer. Il suffit de leur expliquer en fait. Ouais. Et j'avais cette illusion-là qu'il suffisait d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Durant des années, on m'engueulait à la maison, on me disait tu perds du temps, ça sert à rien. Et ce temps que j'ai perdu entre guillemets sur ce forum, etc. ou sur ces forums, ça s'appelait On nous cache tout. Et à côté du créationnisme, il y avait toute la collection Théorie du complot. de ce qu'allait devenir la théorie du complot, qui à l'époque n'avait pas forcément ce nom-là. Enfin, le mot existait, mais l'étiquette n'était pas encore à ce point présente dans le vocabulaire. Et donc voilà, j'ai découvert toutes ces théories sur l'équateur qui va se retourner, le sida qui n'est pas dû à un virus, enfin toutes ces choses-là. J'étais un petit peu étonné que autant de gens croient autant de choses en même temps. La plupart des comment dirais-je, des pires d'entre eux, ils croyaient à une grande collection de ces idées-là qui me paraissaient un peu folles pour dire les choses. Bon. Ouais, je comprends. Et là, dans ce forum-là, quelqu'un m'a parlé des baies cognitifs, que je ne connaissais pas. Il m'a expliqué, il m'a dit, mais c'est plus fort qu'eux. Et il a utilisé une image qui m'a beaucoup parlé. Il m'a dit, c'est comme un arachnophobe. Il sait bien que l'araignée va pas le bouffer. Mais c'est plus fort que lui. Il faut qu'il s'enfuit, qu'il quitte la pièce ou qu'il écrase cette petite bestiole. Il faut qu'il réagisse. Il y a des gens, par rapport à des idées qui mettent en danger leur vision du monde et leur image d'eux-mêmes, qui sont pas acceptables, en fait. Donc, c'est traité comme des araignées. Il faut en faire quelque chose. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Et derrière, je me suis renseigné. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'ironie de l'évolution, qui parlait de ça, de comment le cerveau humain semble être construit par l'histoire de l'évolution, avec écrit dedans « Ne crois pas Darwin ». On a plein d'intuitions qui vont à l'encontre des principes darwiniens. Et derrière, après, avec mon très cher Vlad Tapas, on le connaissait bien, il a eu l'idée de créer une chaîne YouTube. Ouais. Et on a créé La Tranche en Biais, et ça fait 10 ans. Incroyable. Donc vous avez créé La Tranche en Biais, c'était pour lutter contre le créationnisme ou pour expliquer ces biais cognitifs Voilà, il m'a dit, c'est trop intéressant ce que tu me racontes sur les biais et sur la zététique, parce que la zététique, du coup, c'est ce courant culturel qui n'est pas une discipline scientifique, mais qui est une sorte de mouvement philosophique de l'art du doute. C'est comme ça que Henri Brock l'appelle, du dialectique des sciences, c'est-à-dire utiliser le paranormal, les croyances dans le paranormal, pour expliquer comment on se pose des questions, comment on teste des hypothèses et comment on sait que l'astrologie marche pas. On le sait bien, mais comment on le sait? Voilà, pour telle et telle raison. Ouais. Et il m'a dit, Vlad, ça c'est trop intéressant. Lui il faisait une chaîne de musique. Il m'a dit, il faut faire une chaîne tous les deux sur les zététique. Et je n'avais absolument aucune envie, c'était pas mon projet. Mais voilà, on a fini par faire ça. Et pendant longtemps, c'était une vidéo tous les 2 ou 3 mois, quoi. C'était un rythme assez lent. Et maintenant, c'est devenu mon travail en bonne partie. Bravo, c'est une belle chaîne 10 ans plus tard, tu vois. On se retrouve. Et du coup, ce serait quoi tes principaux biais cognitifs qui nous biaisent notre esprit critique et
Enfin, comment c'est quoi pour toi les plus dangereux? Moi, je peux juste te dire un truc. Je suis en train de lire un livre sur l'ego, et je pense que c'est lié à ça. C'est ce côté mon identité est lié à, enfin la valeur que j'ai de moi-même est liée à des informations, et je me suis mis dans cette idée. Donc en fait, dire que j'ai tort, c'est même ça me fait même pas simplement mal un peu. C'est juste que c'est une partie de moi qui disparaît que je veux pas perdre, quoi. Oui. Est-ce que c'est plus Il y a vous tapez biais cognitifs sur Wikipédia, vous avez une illustration avec un grand cercle et vous avez des dizaines, voire des centaines d'items. Donc les chercheurs se sont amusés à faire une grande collection des biais. Et là, on est à une étape où en fait, les experts se disent, on était un peu trop loin. Peut-être que ça ne sert à rien de vouloir absolument donner un nom pour chaque phénomène dans chaque contexte. Ça manque un peu d'une architecture pour comprendre ce qui se passe. Et donc, on est dans un mouvement de reflux un peu, où on met au centre le biais principal, probablement, qui est le biais de confirmation, qui rejoint un petit peu ça, qui consiste à, notamment pour protéger son identité, protéger qui je suis et le groupe auquel j'appartiens. Et je prends tous mes présupposés, toutes mes croyances préalables, et que je le veuille ou non, ça va colorer comment je cherche l'information, comment je comprends l'information, comment je l'interprète, comment je la transmets, comment je la retiens. Et tout ça, en fait, c'est différents biais, mais qui rejoignent le biais de confirmation, qui est que les gens ont tendance à persister dans des croyances, même quand elles sont fausses. Et même quand ils ont les infos pour savoir qu'elles sont fausses. Et personne n'est immunisé. Voilà, ça, c'est le truc principal. Et c'est passionnant. Donc ça veut dire, j'ai une croyance qu'on m'a transmise dans mon enfance, Dieu existe, il fait des choses pour nous. Je prends l'exemple de Dieu parce que c'est le plus marquant, hein. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Mais ça marche bien. Si je vois quelque chose, ça c'est une super coïncidence. C'est forcément qu'il y a Dieu, et donc en fait tu confirmes à chaque fois que après, sur tout ce qui est croyances paranormales et métaphysiques, il y a d'autres paramètres. Ça, j'en parle dans mon premier livre, qui est qu'on a tous des ontologies intuitives. Okay. C'est-à-dire que le cerveau humain, il est pas, c'est pas une page blanche, il est pas neutre. Un petit enfant, avant de parler, il a la notion de la persistance des objets. Il comprend que les objets peuvent être solides, peuvent entrer en collision. Il a, entre 5 et 6 ans, une théorie de l'esprit. Donc on n'a pas besoin de lui expliquer que les animaux et les gens ont une vie intérieure. Il la génère lui-même. On est tous constamment en train de générer dans notre tête ce qu'on croit, ce qui se passe dans la tête des autres. Et on se trompe pas trop, globalement, par rapport aux réactions des gens. On se met à leur place, il y a une empathie. Et tout ça fait que Dieu, ça n'est jamais qu'un être humain qui n'a pas de corps. Et on est habitué à interagir avec ce qui est pas le corps des gens, avec leur esprit. Donc, les gens qui croient en Dieu, la plupart des civilisations, des cultures dans le monde croient à des esprits désincarnés, parce qu'on est habitué à interagir avec la partie non incarnée des êtres humains, qui est leur théorie de l'esprit. Ok. Sur ça, je veux juste rebondir parce qu'on est sur le coup. Est-ce que tu peux prouver que les esprits n'existent pas ou pas? Il faudrait définir ce que c'est qu'un esprit. Est-ce que tu peux prouver qu'il y a une force, une volonté non matérielle qu'elle n'existe pas? Tout dépend de la définition. J'ai écrit un bouquin sur Dieu qui s'appelle Dieu la contre-enquête. Okay. Où le premier chapitre, c'est comment on définit Dieu. On pourrait s'arrêter là, c'est plié. Quand on aura des gens qui sont capables entre eux de se mettre d'accord sur ce que c'est que Dieu, je parle des croyants. Si tous les croyants étaient capables de me donner une bonne définition de ce que c'est que Dieu, on pourrait la tester. Le problème, c'est que les définitions de Dieu et des fantômes, etc., sont généralement, et c'est pas forcément volontaire, échappent au test, échappent aux hypothèses, échappent à la définition, en fait. Dieu, par définition, agit par des moyens mystérieux. Ses voies sont impénétrables. Du coup, si c'est impénétrable, on peut rien en savoir. Et ça arrange beaucoup de gens qui ont du pouvoir grâce à cette idée. Et la plupart des croyants, eux, ils subissent un petit peu leur culture. Ils peuvent très bien être très heureux d'être croyants, mais on voit bien que les conséquences nettes pour l'humanité de ces croyances-là, c'est plutôt négatif. Donc c'est pour ça que je trouve important d'en parler. Parce que si on n'en parle pas, si on peut pas débattre de ces questions-là, on finit par se battre, et on le voit partout. On est d'accord. Et est-ce que, comme on est sur ce thème, mais j'ai envie, ça m'intéresse, et j'ai été éduqué dans le catholicisme, j'ai complètement rejeté ça, et là je recherche, en essayant de garder un esprit critique, justement, ce qui existe même dans la science et tout. Ce dont tu parles, est-ce que c'est pas les organisations humaines, du coup, qui sont déduées de, alors il y a un Jésus, il y a un Bouddha, on fait une religion, ensuite on se bat dessus parce qu'on a un dogme.
alors que, entre guillemets, la spiritualité pourrait être beaucoup plus Est-ce que tu penses qu'il y a une spiritualité possible sans baston, quoi? Ou en fait, Dieu, c'est un truc beaucoup plus basique et il y a rien d'autre que le Dieu de... Je sais pas si tu dois être familier avec le Dieu de Spinoza, tu vois. Dieu étant chose et... Le problème, c'est que moi, je suis pas d'accord pour dire que la spiritualité implique Dieu. Ok. D'abord, le bouddhisme, voilà, c'est une philosophie qui confine à la religion, et pourtant, on peut pas dire qu'il y a de Dieu, enfin, pas vraiment, enfin, c'est, voilà. Ouais, ok. Et moi, je pense qu'un poète parfaitement athée, ou un enseignant, un professeur qui enseigne la littérature ou les mathématiques, un mathématicien, si c'est pas spirituel comme activité, c'est quoi? C'est un homme dont toute l'activité se passe dans son esprit. Il a même pas besoin, le mathématicien pur, il a même pas besoin d'ordinateur, il faut un crayon éventuellement, et juste par la force de son esprit et par les opérations, par tout ce qu'on peut faire avec sa rationalité, il est capable de produire des connaissances. Donc la spiritualité, c'est il faut la désincarcérer, cette idée qu'il faut absolument que ce soit prêchi-prêcha, gnangnan et métaphysique un petit peu matinée de moi j'ai accès à une profondeur subtile que les autres ne peuvent pas concevoir. Tu vois, faut arrêter avec ça. Oui, mon côté moqueur ressort parfois. Non, c'est important de garder ce humour là-dedans. Et est-ce que tu penses qu'on est que matériel? Enfin, est-ce que tu es un matérialiste pur et dur ou est-ce que la science te pointe vers d'autres choses? Alors, la science est matérialiste d'un point de vue méthodologique. Donc, il faut séparer la méthodologie, l'épistémologie, elle est matérialiste. Nous, on veut poser des hypothèses qu'on puisse tester. On peut tester une hypothèse immatérielle. Si on a un protocole, par exemple, on peut tester les perceptions extrasensorielles. Quel que soit le substrat qui est sur lequel repose la télépathie, admettons que ça existe. D'ailleurs, ça a été fait, on le déteste. On isole 2 personnes dans 2 pièces et puis on regarde si des infos peuvent passer. Si on trouve des résultats qu'on ne peut pas expliquer par le hasard, et où on a absolument évacué toute possibilité matérielle de transfert d'informations, alors il reste l'hypothèse qu'il y a un truc immatériel qui existe. Et alors on aura prouvé qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas, au minimum. Bon, ça, toutes ces hypothèses-là, quand on les teste, elles résistent pas, le phénomène disparaît. Il fait un temps, on croyait aux ectoplasmes, on faisait bouger les tables, etc. Depuis qu'on a la lampe torche, les tables bougent plus. Depuis qu'on a la photographie, qu'on fait de la chimie, les ectoplasmes n'existent plus. Voilà, bon, quand Photoshop est arrivé, ça a repris un peu voilà. Et là, maintenant, on a les IA, donc on va voir des trucs dingues. Donc, il faut séparer le matérialisme ontologique, qui est le jugement que je porte sur la réalité, et tout ce qui est méthodologique. Donc, je suis un matérialiste méthodologique, parce que je pense que c'est dangereux de pas l'être. On finit par avoir des conclusions qui peuvent être fausses. Et ontologiquement, je suis sceptique. Ok. Je suis sceptique, agnostique de cette chose-là. Je ne sais pas, et je pense que tous ceux qui disent qu'ils savent ne savent pas non plus. Ok, donc t'es agnostique, c'est intéressant. Et donc l'agnostique, parce que j'ai appris la définition il y a pas longtemps, c'est celui qui dit « je ne peux pas me prononcer, je n'ai ni la réponse oui ni la réponse non ». Ok. Voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Alors ça ne veut pas dire 50-50, hein. J'imagine que si tu devais mettre... Ça veut dire que, puisque je ne sais pas, je vais pas me commencer à me construire un avis. Ma vie est trop courte, faisons autre chose. Allons à la plage. Je comprends. Et pour moi, est-ce que l'esprit critique est lié aux croyances? Enfin, est-ce que le fait d'avoir un esprit critique, c'est le fait de savoir déconstruire ta propre croyance? Ça devrait l'être. Oui, mais en gros, c'est pareil, le mot croyance. Vaste sujet, on pourrait faire des livres de 10 000 pages. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Il faut lire le livre de Sébastien Dieguez. Croyance. Ou croivez. Pourquoi la croyance n'est pas ce qu'on croit, qui explique que on manque de vocabulaire. Et c'est un livre que j'aurais voulu écrire, en fait, qui m'a beaucoup vexé. Sébastien, il est très très fort. Que ce qu'on appelle croyance dans le langage courant, on pense immédiatement aux religions et éventuellement aux idéologies. Bon. Non, moi je te parle de beaucoup plus large que ça, hein, bien sûr. Alors qu'on ne pense pas que, regarde, ce stylo est un stylo noir. Est-ce que tu me crois? Sur parole, parce que je te fais confiance. Voilà. Bon, moi, tu as de bonnes raisons. Après, regarde, hop, j'écris, hop, il écrit c'est noir. Ok. Donc, maintenant, tu me crois.
Alors tu Ouais. pourrais dire, non mais ça je le sais. Tu le sais, mais en même temps, je suis derrière une caméra, peut-être qu'il y a un filtre. En fait, tu sais pas si c'est vraiment un stylo ou si c'est pas un truc 3D. Dans la plupart des situations, quand je dis je crois qu'il fait jour dehors, je crois qu'on est mardi, je crois que Beethoven est le grand compositeur, c'est le même mot. Et pourtant, le phénomène de rapport à l'énoncé, il n'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Quand on dit je crois en Dieu, est-ce que ça veut dire pareil que je crois que mon grand-père aime les spaghettis? Je pense pas que c'est le même objet, c'est le même rapport. Donc, spontanément, quand on pense croyance, on pense à des croyances qui, en fait, ne changent pas lorsque le monde extérieur change. Si les gens croient en Dieu et qu'on leur montre que leur argument 1 ne marche pas, est-ce qu'ils arrêtent de croire? Non. Si tu crois qu'il fait jour dehors, qu'on ouvre la porte et qu'il fait nuit, t'arrêtes d'y croire. Ouais. Donc il y a deux phénomènes qui n'ont rien à voir. Et en fait, la vraie croyance, c'est la deuxième. C'est celle qui suit le réel à la trace. Si j'ouvre la porte, je crois qu'il fait nuit, j'arrête de croire qu'il fait jour. Ça, c'est une vraie croyance. Donc tous les phénomènes d'adhésion à des énoncés plus compliqués, plus culturels, qui sont davantage liés à mon identité, on y revient. Ouais. Eh ben, on a le mot croyance, et sans doute que c'est pas le mot qui convient, et sans doute que dans 3 ou 4 générations, on passera pour des arriérés qui avaient même pas de mot pour ça. Est-ce que ce serait pas le contraire où le mot croyance en mode je crois que mon grand-père les spaghettis, ça serait limite un savoir, en mode c'est pas croire qu'il fait beau, il fait beau, genre je pense ou j'ai l'impression qu'il fait beau, ou que j'aime les spaghettis, alors que la croyance, elle est par définition le fait de croire ne rend pas réel, mais moi je décide parce que scientifiquement je pense que c'est la bonne chose enfin scientifiquement parce que j'ai l'impression que ça marche bien chez les autres ou quoi. Parce que Voilà. c'est vrai, c'est marrant. Moi, je suis juste un sceptique vulgarisateur clown sur Internet. Ça, c'est des questions sur lesquelles les philosophes et les épistémologues s'emplafonnent depuis 2 générations. Je vais pas dire que j'ai la solution. Mais la différence entre croyance et connaissance, Ouais. la plupart des gens pensent qu'ils savent la différence, et moi, je pense qu'ils croient qu'ils savent. Ah, ok. Je crois que c'était le sujet de bac, c'était le sujet de bac de l'année dernière du bac S. C'était est-ce que la science peut répondre aux besoins de vérité de l'homme? Ah. Et donc c'était bien sûr oui et non. Enfin oui sur plein de trucs. Ça dépend ce qu'on entend. Ça dépend du périmètre des mots qu'on utilise. Et et l'ouverture qui était proposée, c'était de dire en fait l'homme il a pas besoin de vérité, il a besoin de certitude. Et je trouvais ça beaucoup plus assez marrant en fait parce que du coup tu te construis tes croyances. La plupart des gens veulent les certitudes parce que c'est compliqué enfin tout ce travail un peu sophistiqué là de zététique, de philosophie qui peut passer pour du snobisme. Ça serait terrible que les gens qui m'écoutent parce qu'ils me trouveraient antipathique, et c'est normal, on n'y peut rien, ça peut arriver, aient l'impression que cette activité-là où on pense à tout ça, c'est du snobisme et c'est pas pour eux. C'est pour tout le monde. Moi, j'étais pas prédestiné à faire ces sujets-là, mais je suis biologiste à la base. J'ai pas étudié la philosophie. Et d'ailleurs, il y a des philosophes dans des métiers qui détestent ce que je fais parce qu'ils trouvent que vraiment j'empiète sur leur plate-bande. Donc, il faut absolument que tout le monde s'empare de ça. Il n'y a pas de précaré. La question de c'est quoi une croyance, c'est quoi une connaissance, elle est passionnante. Vous avez le droit d'avoir un avis et de vous intéresser à ce que disent les experts qui, eux, ont le devoir d'essayer d'être compréhensibles. Pas toujours le cas. C'est dans la demande des écritures des articles scientifiques, je crois. Il faut avoir des phrases très simples pour que tout le monde puisse les lire et tout. Et c'est marrant parce que le fait, tu parlais des dinosaures tout à l'heure, et moi ça me fait penser aux climato-sceptiques. Souvent la réponse du climato-sceptique ou du platiste, il va dire oui, mais en fait, vous la science, vous êtes un dogme aussi parce que du coup on n'a pas le droit de parler. Moi, comment est-ce que j'ai des preuves de ça? Comment est-ce que tu acceptes juste que c'est juste un manque de confiance en la science parce que il y a la politique qui s'est liée à ça, parce qu'il y a eu des scandales pharmaceutiques, tu vois, des trucs comme ça, et que ça fait qu'en fait des gens se sont barrés de la science? Comment tu traites un peu ce sujet-là? Moi, j'aimerais rappeler à tous ces gens que de toute évidence, ils peuvent en parler. Ouais. Qu'il y a des forums, on leur a jamais interdit, et même des bouquins complètement nuls, ils existent, ils ont le droit d'exister, et je suis pas contre. C'est quand la dernière fois qu'on a brûlé sur le bûcher de la science les gens qui étaient contre une théorie? Calmez-vous 5 secondes, regardez un peu l'histoire des idées. On a brûlé sur le bûcher des gens qui voulaient faire de la science. C'est vrai. On les a tués, on les a exécutés, on leur a dit arrêtez. Ça continue dans certains pays. Là, j'ai vu passer une info, il y a un rappeur, je crois que c'est en Iran, condamné à mort pour blasphème. En science, pas de blasphème. Vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de penser que l'évolution n'existe pas. Vous avez le droit. Vous n'êtes pas convaincant. Donc, du coup, comme vous n'êtes pas convaincant, on va pas vous laisser enseigner dans des écoles.
On a des critères. On ne peut pas laisser n'importe qui enseigner n'importe quoi aux enfants, et vous êtes d'accord avec ça. Donc, on met des critères en place. Et les sciences, c'est une aventure collective qui concerne tout le monde. Tout le monde a le droit d'en faire. Tout le monde a le droit de participer à ce grand concert des cerveaux où on fait ça. Et à la fin, il n'y a pas de fin. Et momentanément, on fait des petits bilans. On appelle ça des consensus. On dit, voilà, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on croit qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas. Et là, voilà, on a un périmètre. Là-dedans, on est à peu près sûr, on va enseigner ça. Voilà. Ouais. Donc, entre ce qu'on enseigne et ce que les sciences savent, il y a un gap d'une génération ou deux. Ce qu'on vous enseigne en maths au collège, ça date d'il y a 2000 ans. Il y a un petit gap, je veux dire, voilà. Donc, en biologie, ça date. Alors bon, ça dépend parce que c'est quand même un peu. Mais bon, certains aspects ont plus de 100 ans ou 200 ans. Et puis la science de pointe, elle n'est pas apprise au collège ni même au lycée. Ça vient bien plus tard. Donc, c'est une illusion de dire que la science interdit aux gens de contredire. La science, c'est un groupe de gens qui passent leur temps à se contredire les uns les autres. Maintenant, c'est vrai, il y a des idées qui ont tellement été réfutées qu'elles font plus partie du package des idées qu'on estime dignes d'être discutées. Par contre, au niveau de la société, il n'y a aucune idée qui est écartée. La preuve, on a des idées arriérées qui datent des années 30 marron du siècle dernier qui reviennent. On n'arrive pas on sait bien collectivement, on sent bien que ces idées-là, elles sont pas bonnes, qu'elles nous ont emmenés dans le mur, et pourtant elles reviennent. Donc on n'arrive pas à s'en défaire. Donc ne croyez pas que les sciences ont le pouvoir de vous empêcher de croire ce que vous voulez. Ok, merci. C'est quoi les idées les plus intéressantes que tu as appris là depuis 10 ans sur l'esprit critique? Tu parles à un scientifique, donc je partage cette vision-là de la science comme un grand concert de cerveau, de ce que tu appelles les consensus. C'est quoi pour toi les idées les plus novatrices de la science depuis 10 ou 20 ans qui nous sortent complètement des consensus Voilà, je sais pas. Quoi t'a intéressé le plus, comme les dinosaures à l'époque, quoi? Moi, actuellement, ce qui m'intéresse, c'est cette idée de c'est quoi une croyance. Okay. Donc je t'ai déjà parlé de ça, et cette nuance que Sébastien Diguez a proposée, c'est pas le seul. D'autres, voilà, on parlait de ce phénomène avant, mais il n'y a pas de nom encore, il y a pas de mot. Et ça, je pense que c'est vraiment une révolution qui va se faire dans la prochaine génération ou dans deux. Cette révision de la géométrie de ce que c'est qu'une croyance. Okay. Parce qu'on a besoin de défendre les connaissances, donc on a besoin de les reconnaître et de les séparer des croyances. Et en même temps, il faut pas qu'on pense que les croyances ne servent à rien. Et un des trucs qui est dans mon bouquin d'ailleurs, parce que moi, en fait, j'écris des bouquins pour apprendre. Moi, je suis comme tout le monde, je suis très ignorant. Et le truc que j'ai fini par comprendre au cours de ces 10 ans de travail sur la pensée critique, c'est que moi, je viens un peu d'une posture qu'on pourrait appeler réalisme naïf. J'étais un peu comme ça, c'est-à-dire que je me dis, la science, elle dit le vrai. On revient à cette idée de vérité. Et j'ai vu qu'il y avait des philosophes qui étaient des anti-réalistes, qui disaient non, la science, elle construit des modèles, mais est-ce qu'elle a vraiment les moyens de tester ces modèles sur le réel? Peut-être pas. Peut-être que on est tous en train d'halluciner des choses et que la science a totalement faux. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais entre les deux, il y a plein de postures beaucoup plus intéressantes et rationnelles. Et notamment, même si c'est un pas de côté, c'est toutes les croyances ne servent pas forcément à ce qu'on les croit, dans le sens où toutes les croyances qu'on a n'ont pas pour valeur, leur valeur ne change pas même quand on sait qu'elles sont fausses. Ok, genre je crois que faire du bien c'est bon pour moi. Je crois que Beethoven est le plus grand compositeur. Si on m'amène 20 preuves que c'est pas vrai, si au fond de moi je l'aime, si au fond de moi j'adore Britney Spears, rien ne me... Voilà. Et cette croyance-là, cette charge émotionnelle un peu que je mets sur cet énoncé, il change pas, quels que soient les faits. Et on a ça dans le spectre politique qui sert aux gens à se dire qui je suis. Voilà, les valeurs humanistes, les valeurs patriotiques, les valeurs, je sais pas, progressistes, libérales, ou au contraire marxistes, etc. Il y a dedans des choses qui sont basées sur des argumentaires rationnels en partie, et il y en a beaucoup en fait. C'est juste, j'y crois parce que ça me dit qui je suis. Ouais. Et beaucoup des croyances que l'on a, qu'on professe et qui se traduisent en actes, et c'est particulièrement en religion. En religion, regarde bien, qui connaît le mieux la Bible? C'est pas les chrétiens, c'est pas les croyants. Quand on fait des tests, c'était fait aux États-Unis, ceux qui connaissent le mieux la Bible, c'est les athées et les juifs. Ok, c'est incroyable. Donc,
Les gens croient en la Bible mais ne veulent pas la connaître. Ça les intéresse pas parce que quand on regarde, c'est vrai pour le Coran, hein, quand on regarde les textes religieux et qu'on doit se taper toutes les lignes, on se rend compte qu'il y a quand même des pages entières dont on pourrait se passer. L'athée, il le sait bien. Je dis pas que l'athée a forcément raison, il a ses propres biais. Hein. Mais sur cette question-là, le croyant, il est plus biaisé parce qu'il est plus chargé dans ce rapport à l'énoncé qui est en jeu. Donc j'ai appris ça. En fait, j'ai appris que il fallait accepter que les croyances aient ce rôle-là aussi, que j'avais certainement des croyances qui, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses, j'en ai besoin pour me situer moi dans l'espace-temps, dans ma vie, etc. Et donc la pensée critique, c'est pas la guerre contre les croyances. C'est une idée reçue générale que j'avais sans doute un petit peu au fond de moi au départ. C'est hyper intéressant. Et ça veut dire que, tu l'as dit toi-même, je suis conscient même d'avoir mes croyances. En fait, ta croyance, elle te permet d'avoir une réalité du monde. Enfin, c'est ta vision de ce qui se passe, des lois potentielles et les choses qui ne sont pas, bon, toi, au moins, on est scientifique, donc il y a des choses où on est, entre guillemets, à peu près sûr, ou en tout cas, il y a un consensus. Et ceux sur tu l'as dit, je suis agnostique. Ça nous permet aussi de construire une certaine vision du réel en mode, bah, sur ça, je choisis de croire ça et sur soi, je choisis de croire ça. Ouais, sauf que tu présentes ça comme si c'était un choix délibéré, et moi je pense qu'on ne choisit pas ses croyances. Tu peux pas le choisir? Moi, j'ai l'impression que... Alors, je dis pas que j'affirme, je pense qu'on ne choisit pas ses croyances. Si je te mets dehors et qu'il pleut, tu peux essayer de croire qu'il pleut pas. Hein. Je pense que tu ne vas pas y arriver. Ah ouais, mais là, tu parles des croyances, tu parles des croyances spaghetti, mais voilà. Des croyances un peu plus. Mais les croyances culturelles dont tu as hérité, les gens qui sont élevés dans la croyance mormone, etc., ils peuvent en sortir, bien sûr, parce qu'ils vont être exposés à des choses, ils vont raisonner eux-mêmes. Mais dans quelle mesure c'est un acte de volonté de croire? Les gens qui ont la foi et qui ont des crises de foi et qui voudraient retrouver la foi qui n'y arrivent pas sont la preuve qu'on ne peut pas faire ça comme ça. Mais je suis tout à fait d'accord que 99, si ce n'est plus % des croyances sont le fruit de ton bagage. Mais quand, par exemple, comme toi, qui a travaillé cet esprit critique, est-ce que toi, aujourd'hui, t'es pas capable de dire, en fait, j'ai choisi cette croyance-là. Et moi, je vais te prendre un exemple un peu personnel, de dire, je vais choisir les croyances que les gens que je croise globalement ne veulent pas mon mal. Au contraire. Et donc, c'est une croyance, je sais qu'elle est pas forcément vraie, mais je sais qu'aujourd'hui, elle marche dans ma vie. Ça, c'est plus un principe de vie qu'une croyance. Tu pars du principe que je vais traiter les gens comme s'ils méritaient mon respect. Mais ça c'est au niveau de croyance. Et c'est un principe intéressant parce que en théorie des jeux et en psychologie, on voit bien que ça a du sens de traiter les gens. Tu provoques les comportements d'autrui en les traitant en X ou Y, évidemment. Donc, c'est une stratégie en quelque sorte que tu choisis. Est-ce que cette stratégie, c'est la même chose qu'avoir une croyance ontologique dans le réel? Je suis pas sûr. Ok, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Ben, personnellement, je sais que c'est en train de devenir une espèce de croyance. En effet, c'est une stratégie parce que je le fais. Après, si tu investis dedans, si tu t'engages dedans, biais d'engagement, biais de confirmation, tu vas commencer à avoir besoin. Ouais. Quand tu auras besoin d'y croire, ça pourra plus être faux. Hein. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Ok, c'est passionnant. Je vais noter le livre des croyances. C'est Sébastien, comment tu dis, Adéquez? Sébastien Dieguez. Dieguez, D-I-E-G-U-E-Z. Il a d'autres bouquins sur le bullshit notamment. Voilà. Et il s'appelle comment le livre? Croyance ou Croyance? Je crois que c'est Croivé, E-R à la fin. Pourquoi la croyance n'est pas ce que vous croyez? Je crois que c'est ça. Je l'ai dans ma bibliothèque au fond là-bas, mais je vais pas le retrouver tout de suite là. Merci beaucoup. Je peux te poser une dernière question? Je sais pas. Oui. Allez, je crois que oui. Allez, tu crois. Comment tu vois l'humanité dans 500 ans? J'adorerais aller y faire un tour. Je pense que tous ceux qui font des pronostics vont se planter. Donc, mais moi, je suis optimiste par contrat. Donc, je ne veux pas croire au scénario à la Mad Max. Donc, je crois que l'humanité va franchir les grands filtres successifs des problèmes du climat, des problèmes des guerres et du fascisme rampant qui risque de nous renvoyer dans un passé cavernicole. Globalement, quand on regarde l'histoire de l'humanité, malgré tout, il y a des progrès. Voilà. Là, on vit une décennie noire. Hein. Les pandémies, la guerre, voire les guerres. Il y a toujours les guerres qui permettent. Et quand on regarde, ça c'était le livre de Steven Pinker, quand on regarde l'histoire de l'humanité, globalement, le XXe siècle, là, on est sorti, on peut le juger, 2 guerres mondiales.
au moins quelques génocides. Globalement, l'espérance de vie augmente, le niveau de développement humain augmente, et en proportion de l'humanité, le nombre de gens qui meurent à la guerre est plus faible que dans tous les siècles de l'histoire. C'est vrai pour les maladies également, non? Voilà. Donc, le XXe siècle, dont on garde un souvenir cuisant, comme c'est le pire, on a fait le pire au XXe siècle. Et ben, quand on regarde et qu'on fait le bilan net, c'était le meilleur siècle que l'humanité ait vécu. Ouais, maintenant, maintenant, on écope des conséquences climatiques. Et ça, c'est un danger inédit. On n'a jamais vu ça. Et donc, il y a un vrai danger terrible. Mais moi, je veux croire que je veux pas être technophile dogmatique, mais je veux miser sur le fait que on va trouver, les sciences vont trouver une solution, les sciences et la politique. Il faut qu'elles aillent ensemble pour faire des décisions. Voilà. Moi, je veux être optimiste parce que parmi les choses les plus terribles que la religion ose faire et que certains militants font également, c'est dire à des enfants qu'ils sont promis à l'enfer. Allez. Comment je vivrais moi si j'avais 12 ans aujourd'hui? Quand j'avais 12 ans, j'attendais l'an 2000. Ouais, c'est vrai. J'avais foi dans l'avenir, j'ai fait des sciences, peut-être pour ça. Les vocations en sciences sont en train de se tarir, et c'est peut-être la plus mauvaise nouvelle de toutes. Où seront dans 30 ans les ingénieurs, les inventeurs, les chercheurs qui vont nous sauver? Si aujourd'hui on leur dit tout est foutu, retourne dans un potager, retourne à la vie sauvage, il y a plus que ça pour rester en vie. Voilà. Dire à un enfant que l'enfer existe et dire à un enfant que c'est foutu, que le climat va détruire l'humanité, c'est de la maltraitance absolue. Et donc moi je m'inscris en faux. Quand bien même, il faut regarder en face. La situation est grave. Mais voilà, moi, dans 500 ans, tout ira mieux. Voilà. Je partage ça. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Thomas. Merci Clément. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'une minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!